Bonjour guys, j'espère que vous allez bien. C'est Roger Canichelingham ici, courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives. On est déjà au 3e épisode avec les entrepreneurs du Québec, guys. Merci énormément pour votre support, pour vos encouragements. Aujourd'hui, je vais avoir la chance d'aller interviewer Richard Brunet. Pour les gens qui ne connaissent pas Richard, il a été un des premiers courtiers hypothécaires au Québec. Il a aussi cofondé la plus grosse bannière qui est Multiprêt. Il va parler des stratégies marketing, il va parler du développement d'affaires, des choses qui fonctionnaient dans le temps et qui fonctionnent encore aujourd'hui que vous pouvez appliquer dans votre business. Surtout avec le changement vers l'AMF pour les courtiers hypothécaires, vous pouvez commencer à travailler avec des courtiers immobiliers, et ces stratégies sont justement avec des courtiers immobiliers. J'ai hâte de vous le présenter. Générique, let's go, boom! Dis-moi, pour les gens qui te connaissent, dis-moi qui tu es. Oh, ben écoute, j'ai 71 ans, je suis marié depuis 30 Seulement ans. 71? Oh, t'es gentil. Je suis marié avec Noreen je vis avec depuis 30 ans. On a 5 enfants. Puis toute ma vie, les 40 dernières années de ma vie, j'ai travaillé dans le domaine des prêts. Alors, je suis comme un petit peu un expert de ça. Beaucoup. Donc Richard, j'imagine que tu es retraité. Oui, enfin. Enfin, hein? Enfin. Alors là, qu'est-ce que tu fais exactement de tes jours de retraite? Ben, et de un, je prends soin de ma famille. Okay. Je voyage, j'aime beaucoup voyager. Et j'essaie de prendre soin de mes amis. C'est vraiment mes priorités de vie actuellement. J'ai cessé de travailler il y a 2 ans. J'ai relié ça tout à mon fils, Eric. Et puis, je trouve que ça enlève beaucoup de pression sur ma vie. C'est ça. C'est ça. Puis là, parle un peu de ton background, où tu as grandi, qu'est-ce que tu faisais dans le temps? Oh. Qu'est-ce que je faisais dans le temps? Quand même un bon bout. Oui, ben écoute, j'ai été élevé à Montréal-Nord, j'ai vécu avec mes parents en 72. Je me suis marié. J'étais pas très entrepreneur, j'étais un petit gars gêné à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé dans le domaine du courtage hypothécaire, en fait, c'est pas vrai, du financement en 1970. Mon premier emploi, c'était en 1966-67 à l'Expo. J'ai travaillé à la Ronde. Puis après ça, j'ai travaillé chez Dupuis Frères. C'était un magasin comme Eaton ou Simpson qui était situé dans l'Est. Ça, c'était pas les Québécois, les Canadiens français. Les Anglais allaient chez Eaton, puis chez Simpson, puis la baie. Et par la suite, j'ai pris des cours de publicité. Et puis, j'ai commencé dans le domaine du financement en particulier pendant une dizaine d'années. J'ai été nommé gérant, j'ai fait plusieurs années. Et j'ai appris une grande leçon. Parce qu'après 10 ans d'emploi, mon patron est venu me voir et il me dit « On n'a plus besoin de tes services. » Et à ce moment-là, c'est dans des grands moments d'émotion
qu'on prend les plus grandes décisions. Et je me suis dit à moi, plus jamais je vais travailler pour autrui. Et j'ai commencé dans le domaine du courtage hypothécaire. Et puis, évidemment, le courtage hypothécaire, à ce moment-là, c'était pas connu. J'ai commencé à travailler pour Montréal Trust, comme courtier hypothécaire. On était une dizaine de courtiers. Les gens ne nous connaissaient pas. Et il fallait tout faire dans ce domaine-là. Tu sais, Richard, quand on est jeune, on dit pas on veut devenir un courtier. On veut être pompier, policier. Alors toi, j'imagine que tu ne voulais pas être courtier au départ. Tu ne savais même pas c'était quoi. Mais non! Ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Ah oui, je ne le savais pas vraiment. Non. J'avais aucune idée. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais gêné, retiré. Je faisais pas beaucoup de choses par moi-même. Ça me prenait toujours un groupe. J'ai organisé des danses à l'école. On a eu des beaux groupes qui sont venus. Dans le temps, on avait des groupes populaires comme les Houlops, les Sultans, les 401, enfin, et d'autres. J'ai organisé une trentaine de danses dans 2 ans. Au secondaire 4, en 11e année dans mon temps, on nous faisait passer des tests d'orientation. Et ces tests-là ont prouvé que je serais un bon vendeur. Alors j'ai décidé d'être vendeur. Puis, évidemment, comme je t'ai dit en 1970, suite aux deux petits emplois que j'ai faits, j'ai commencé à travailler dans le domaine du financement. Et c'est là que j'ai pris toute mon expérience en administration, en gestion de personnel, savoir comment collecter, savoir comment prêter. OK. Alors c'est là que ça a commencé. OK. Donc, Ciro, tu vas avoir froid, là. Et tant que tu me demandes. On va se prendre un petit café à l'intérieur? Oui. OK. Merci pour ton café. Plaisir. Yes, donc Richard, tu parlais de voyage, que tu t'en vas à 6 mois par année. Là, tu t'en vas en Espagne demain? Ouais, demain, je pars pour l'Espagne. Après, je vais faire le Portugal pendant 2 semaines. Je reviens le 13 mars pour repartir pour la Floride parce que question de santé puis question de bien-être. La neige, c'est beau, mais c'est plus fait pour moi. J'aime la chaleur, c'est bon pour mes poumons. Pour les eaux aussi? Les os aussi, effectivement. Puis, tu vois, la curiosité que moi, j'ai toujours aimé voyager. Depuis 1986, je ne compte plus le nombre de voyages que j'ai faits personnels ou des voyages d'affaires. Et puis, je me suis toujours demandé d'où vient ce besoin de vouloir explorer le monde. Mon père était un homme qui était, contrairement à moi, là, qui était très contrôlant, discipliné. C'est un gars qui a fait la guerre. Et était très introverti. Faisait pas le fou à part quand il prenait un petit verre. Ma mère, au contraire, était artiste de cabaret. Elle a commencé à chanter en 1948 à ma naissance. Mm-hmm. Et puis, elle a fait le Québec, l'Ontario, les États-Unis. Elle a même été couronnée la reine du rock'n'roll des années 50. C'était la première artiste qui enregistrait des traductions des chansons d'Elvis Presley. Et puis, elle a fait même des longs-jeux, des 45 tours. Et elle m'a donné un petit peu le sens de l'organisation, le sens de l'entrepreneurship. Ma mère, non seulement qu'elle chantait, mais aussi, elle a été nommée la reine des organisatrices. Elle a organisé dans des cabarets plus de 500 événements pour souligner les fêtes, les anniversaires de carrière, des tournois de quilles d'artistes. Elle en a fait 8 dans les années 60. Alors, elle m'a donné ce sens d'organisation-là, puis le sens d'entrepreneurship. On m'a bien que ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui était très
outgoing. J'étais pas sûr de moi. J'avais tout un monde, un nouveau monde à connaître. J'ai été au collège, j'étais pensionnaire pendant 9 ans de ma vie. Mon père et maman travaillaient, fait qu'ils je ne pouvais pas rester à la maison. Alors, ils ont décidé de m'envoyer dans un collège privé. J'ai appris à me débrouiller sans mes parents. Mais par contre, parce que j'étais introverti, tout ce que j'ai organisé, je t'ai parlé que on a fait des danses, mais on avait formé un groupe, puis on s'organisait. Je faisais partie d'une équipe. Alors, tout au long de ma vie, j'ai su travailler en équipe. Ça m'a aidé beaucoup. Ok. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu une des raisons pourquoi dans le courtage, tu avais une équipe, tu roulais avec une équipe, tu faisais de combien, 50 millions par année? En fait, j'avais une partenaire d'affaires qui s'appelait Margot Laflamme, puis à nous deux, on faisait 100 millions par année. 100 millions par année? Oui, dans les années 70-80? Non, des années 90. 90. Ouais. Parle-moi un peu du courtage hypothécaire dans ces années-là, 80-90, c'est ça que tu faisais. Alors, c'était comment dans les années 80-90, le courtage hypothécaire? C'était différent, puis c'était la même chose. Au niveau logistique, on rencontre un client. Évidemment, premièrement, il faut que tu saches qu'il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de fax. Il n'y avait rien. On avait notre char, du papier, puis nos pieds. Alors, on était installé avec les agents immobiliers. Le travail de courtier hypothécaire était reconnu comme, ben, si ça ne marche pas à la banque, il faut voir le courtier. On était le dernier recours pour les clients. Il a fallu changer ce paradigme-là. Et puis, de leur donner quelque chose que les institutions financières ne faisaient pas. Alors, nous, on rencontrait le client le soir. Il n'y avait pas de démarcheur hypothécaire dans ce temps-là. Le client, il fallait qu'il y ait un rendez-vous à la succursale. Alors, nous, on rencontrait le client. Il venait de faire un offre d'achat. L'agent nous appelait. On rencontrait le client. Et puis là, on lui disait c'est quoi les papiers qu'on voulait. La lettre d'emploi, la preuve de compte, etc. L'offre d'achat. Et mais là, le client, il n'avait pas ces documents-là. On prenait l'application, et le lendemain, on disait, OK, tu travailles où, toi, là? Tu avais le Saint-Laurent? Demain, à 9 h, je vais être là, je vais ramasser ta lettre d'emploi. Puis les documents dont j'ai besoin, copie de compte de banque, etc. Et après, on descendait au centre-ville, parce que tous les prêteurs étaient tous situés dans le quadrilatère, Sherbrooke, la montagne, tu descendais jusqu'à Notre-Dame, puis dans le Vieux-Montréal. Alors, tu stationnais ton véhicule à quelque part, puis là, tu marchais ce quadrilatère-là. Fait que si tu avais pris 3-4 transactions, mais tu te promenais, tu stationnais ton char à Place Ville-Marie, puis tu marchais ces dossiers-là. Et là, c'était pas fini. Là, tu arrivais chez le prêteur, puis là, le prêteur préparait le formulaire pour la SCHL. Ça s'appelait la 530. Il préparait le document de la 530, lequel il signait avec le chèque de 35$, parce que ça coûtait 35$ à un moment donné. Et puis là, on allait directement à la SCHL, alors tout dépendant si le client achetait à Laval, West Island ou Longueuil, il y avait 3 bureaux de la SCHL. On allait le porter directement à la SCHL, le document ainsi que le dossier, et la SCHL pouvait traiter le dossier. On pouvait sortir les dossiers en dedans de 3 jours. Ce que la banque pouvait prendre en 2 semaines, 3 semaines. Parce que les autres mettaient ça dans le courrier, puis c'était pas rapide, puis c'était pas vraiment orienté service. Alors c'est ça qui a fait que le courtage hypothécaire des années 80 a changé. Évidemment, les choses ont changé en 90, parce que je ne te parlerai pas de multiprêt, mais je vais te parler du courtage hypothécaire comme tel. En 90, on a eu un fax. Et multiprêt, de concert avec les 3 bureaux de la SCHL,
On a acheté 4 fax. Ça a coûté 12 000 $. Et c'était ce genre de papier photographique là, qui, au fur et à mesure que le temps avançait, l'information du papier s'effaçait. Et on pouvait transmettre nos dossiers à la SCHE directement par fax. Plus rapidement. Ou plus rapidement, évidemment. Puis, évidemment. Et aussi chez le prêteur. On n'avait plus d'affaires à se promener chez le prêteur. OK. Puis tu faisais autour de 300 millions à 300 dossiers par année. Oui. Ça, c'était pendant le temps des fax ou c'était plus... Non. J'ai toujours fait... Écoute, j'ai toujours fait 300 dossiers par année. La première année, en janvier, en 81, ben, j'ai commencé en 80. Ma première année, j'ai fait 300 dossiers pour 10 millions ou 15 millions. C'est pas beaucoup les hypothèques dans ce temps-là. Et mes revenus de commission brute étaient de 75 000 $. 75 pour 300 dossiers. Pour 300 dossiers. C'est combien les hypothèques environ? On faisait une moyenne d'hypothèque de 40 à 50 000 $. Les commissions variaient pour une hypothèque de 40 000 $ entre 40 $ et 200 pièces. Cette même maison de 40 000 dans le temps, maintenant ça vaut plus. Autour de 200, 300, 350 000. Le marché, il faut que tu comprennes que dans les années 80, les taux d'intérêt étaient variés entre 10 et 18 %. Okay. Alors, mais quand même, le nombre de dossiers était là. Et puis pas en 80, là, ce que tu faisais, 50 000 $, c'était beaucoup d'argent. Ça représentait... Mon ancien employeur me payait 25 000 $, comme gérant de bureau. Alors, 50 000 $, c'était une amélioration. C'est sûr que les heures de travail étaient incroyables. Donc, et tu devais faire des kilomètres et des kilomètres. Oui, je faisais entre 30 et 40 000 km par année. Ça coûtait une petite fortune en stationnement. Mais on était en forme. Mais je trouve que pour faire 300 dossiers dans ces années-là, t'as dû te démarquer des autres courtiers pour faire autant de dossiers. Parle-moi un peu de ça. C'est ce qui t'a fait démarquer, faire 300 dossiers dans une année, comparativement à un courtier qui, lui, il va avoir plus de misère de ce côté-là. Je pense que le fait, je t'ai parlé que j'étais un gars gêné, mais le courtage hypothécaire m'a dégêné beaucoup. J'ai appris à donner des conférences à des bureaux d'agents immobiliers. Je leur ai montré c'était quoi le financement hypothécaire. Notre compétition de courtage hypothécaire, c'était dans le temps GESCO 2000, on s'appelait Service Hypothèque SDR à ce moment-là. Tu comprends que après Montréal Trust, on est parti, on s'est mis 4 individus, puis on a créé la compagnie Service Hypothèque SDR, qui est le grand-père de Multifrais pour ça. OK. Donc tu as cofondé. Oui, j'ai confondu, c'est ça. Et puis, on se démarquait chez SDR, on se démarquait à donner de l'information, à montrer aux agents immobiliers comment faire du financement. Notre compétition nous disait, mais vous leur montez votre job, ils n'auront plus besoin de vous. Mais dans le contexte dans lequel on travaillait, les taux d'intérêt étaient élevés, on escomptait des taux pour faire qualifier des clients. Un client qui ne qualifiait pas à acheter à 18 %, il qualifiait à 12 %. Fait qu'au lieu d'acheter conventionnel avec 25 % comptant, il achetait avec 10 %, puis on prenait le 15 % pour escompter des taux. Puis le client qualifiait pour 5 ans, il y avait un meilleur taux. Et puis ça donnait de la valeur à sa propriété, parce que s'il voulait la vendre, il y avait un taux à 12 et non pas à 18. C'est toutes sortes de manières de créer des situations de financement qui faisaient que les ventes pouvaient arriver. Okay. Le client allait à la banque, il n'y avait pas ça. Le courtage, il y avait ça. Puis chez SDR, Multiprêt, on montrait aux agents comment faire du financement, comment c'était possible de faire du financement. Donc, tu amenais de la valeur aux courtiers immobiliers. Et voilà. Et en retour, ils t'appelaient et puis ils voulaient faire affaire avec toi pour leurs clients. Effectivement. Puis c'était la politique de tous les 15 agents de chez SDR.
On était 15, hey, on faisait 100 millions par année, quand même. 15, ça roulait. Oui, ça roulait. Puis, vois-tu, 300 dossiers aujourd'hui, là, à moyenne de quoi, 200 000, 250 000, 250, là, ça fait quoi? Ça fait 300 dossiers, c'est hey, énorme. Énorme. Ouais. Énorme, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la difficulté des courtiers aujourd'hui, c'est que quand les clients viennent les voir, la première question qu'ils ont, c'est quoi ton meilleur taux? Alors, donc les courtiers, ils suivent cette question, ils répondent à cette question, puis je trouve qu'ils n'ont même pas cette valeur pour développer plus de business. Tu me permettras de te dire qu'on ne peut pas monter notre business. On ne peut pas promouvoir notre domaine sur les taux d'intérêt. C'est un débat qu'on va perdre. Aujourd'hui, les taux sont à 3%, 3,5%, là, à peu près. Il y a toujours quelqu'un qui va faire un huitième de moins. Il y a toujours quelqu'un qui va faire un chèque de 500$ ou 1000$ pour pouvoir payer le notaire ou d'autres frais. C'est un débat, c'est une bataille qu'on va perdre. Il faut offrir du service, il faut offrir de la valeur. Moi, la majorité des institutions financières, et j'en parle encore à Mathieu, mon fils Mathieu ou mon fils Éric, qui rencontrent des clients, et la majorité des institutions financières ne parlent pas des produits disponibles sur le marché, ils parlent de leurs propres produits. Ils ne parlent pas des opportunités de consommateurs de pouvoir se servir de céréales ou communément appelé râpé. Et je m'aperçois que, en tout cas, ma perception, c'est que les courtiers n'en parlent pas beaucoup. Ça devrait être un sujet de conversation immédiat. De rencontrer des personnes à leur compte et de leur parler comment convertir leur hypothèque en prêt qui peut être déductible d'impôt. C'est des produits qui existent. Est-ce qu'ils sont plus faciles à faire que dans les années 2000? Non. Mais ça existe encore. D'utiliser le taux variable au lieu du taux fixe. Je pense que au lieu de penser commission, si on était orienté client, le nombre de clients qu'on rencontrerait serait plus élevé. Et par conséquent, on irait jusqu'à la banque. Tu me parlais du produit déductible d'impôt. C'est quoi exactement? Est-ce que ça existe encore? Selon moi, ça existe encore. Écoute, en fait, je devrais dire, ça fait 2 ans que je ne fais plus de financement. Parce que, tu le sais, j'ai fait du prêt privé de 2008 il y a 2 ans. Lorsque j'ai vendu mon bureau à Mathieu, lorsque Margot et moi, on a vendu notre business à Mathieu, moi, je me suis dirigé dans le prêt privé, j'ai fait de la gestion de prêt privé. Alors, j'étais un petit peu plus au courant des produits de financement dans le marché. Et en anglais, on appelait ça la Smith Maneuver ou la mise à part de l'argent. Ça me revient. Smith Maneuver, oui. Et je crois que ça existe encore. C'est possible. Maintenant, ça va être possible. Est-ce que ça va être possible pour un courtier hypothécaire qui est à son compte? Si quelqu'un fait 40 50 000 par année, ça ne vaut pas la peine. Mais si tu es dans les 6 chiffres et plus, tu as une hypothèque, puis tu as des dépenses d'affaires, puis on en a tous, n'est-ce pas? Ben, on peut convertir facilement notre hypothèque en financement d'affaires, ce qui fait que tous les intérêts que tu payes sont déductibles d'impôt. OK. Que tu ne ferais pas si tu étais propriétaire de ta maison puis que tu avais une hypothèque. Donc, c'est avec une marge de crédit? Oui, totalement. Il y a une marge de crédit, un genre de produit combiné, une marge de crédit, prêt ou hypothèque que tu peux annuellement. Ça existe encore. Manuvie, ils offrent ça tout en un.
Ben, Manu, je pense que la Banque Scotia le fait encore. La Banque Scotia était, dans mon temps, très initiateur de ce produit-là. Dis-moi, Richard, tu étais un des premiers courtiers hypothécaires quand tu as commencé. Tu as été un des pionniers dans le courtage hypothécaire. Quels ont été tes obstacles que tu as dû affronter dans le début de ta carrière? J'aimerais juste reculer un peu. Lorsque je travaillais chez les associés, la compagnie de prêt personnel, beaucoup de personnes ont quitté les associés pour aller dans le courtage hypothécaire. Alors, je n'étais pas d'un pionnier, mais je n'étais pas d'un premier, mais il y avait des gens, 2-3 ans avant moi, qui ont parti. Tu étais dans les premiers. Oui. Et lorsque on m'a donné mon livre de comics, et que mon Trust m'a engagé, je croyais tout savoir du financement. Ça faisait 10 ans que je faisais du financement. Mais par contre, j'avais dû faire peut-être dans ma vie une dizaine d'hypothèques. J'ai appris en arrivant dans le courtage hypothécaire que ce que je croyais connaître, je ne connaissais rien. Tout ce qui s'appelait la CHL, les normes des prêteurs. Chaque prêteur était différent. S'il y avait un demi-sous-sol, il ne prêtait pas. S'il y avait des lignes électriques qui passaient, un tel prêteur ne prêtait pas. Il y avait toutes sortes de problèmes. Alors, le plus grand obstacle, c'était de connaître les prêteurs. On avait une dizaine de prêteurs et chaque client, vraiment, avait une situation pour un prêteur en particulier. Très rarement, un client pouvait qualifier partout. Et évidemment, on avait toujours des meilleurs taux. On était toujours à un 8, un quart moins cher que les institutions financières, que les banques. Mais tous les compagnies de fiducie, les compagnies d'assurance qui encourageaient, qui voulaient faire affaire avec le courtage hypothécaire, nous offraient des bons produits. Alors, le plus grand obstacle, c'était ça. C'était vraiment ça. C'était de connaître les produits, de s'assurer, évidemment, de faire connaître le courtage hypothécaire, parce que de changer la perception des gens par rapport à ce qu'on faisait. Nous, on se présentait comme une solution à un meilleur produit pour un client. On se présentait comme une solution pour des clients qui avaient des défis avec leur financement. Tel que je t'ai mentionné tout à l'heure, le client qui arrivait et qui voulait donner 25% comptant, mais à 18%, son ratio d'endettement était trop élevé, mais le calcul était plus facile à 12%. Alors, on changeait un petit peu on travaillait avec le client, puis le client était au courant de ce qu'on faisait. Alors, les plus grands défis, c'était ça. OK. Est-ce que tu trouves que les mêmes obstacles, on l'a toujours aujourd'hui? Oui. Plus les choses changent, plus les choses sont pareilles. Parce que la base est la même. Tu as un client, ils ont un besoin, et le travail du courtier, c'est de répondre à ce besoin-là. Alors, des gens qui ont des problèmes de qualification hypothécaire, ça existe régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de restructurer son financement pour pouvoir le faire qualifier? On n'est pas j'appelais ça des preneurs de commande. Moi, je calcule que quelqu'un qui va à la banque, ou va voir son institution financière du coin de rue, peut-être la Caisse populaire ou son institution bancaire, ils prennent des commandes. Ils rentrent ça dans le computer, ben là, tu as une carte de crédit, elle est à 10 000, le paiement est à 300. Ils ne regardent pas en dehors de la boîte, ils regardent dans la boîte, puis ils suivent les règles. Notre travail à nous, là, ou le travail du courtier hypothécaire, c'est de regarder en dehors de la boîte. Puis de chercher une solution, comment ça fait pour que ça marche. Que ce soit
de référer le client, de restructurer son financement, d'y organiser un pré-rap, de faire donner moins de comptant pour qu'il paye ses dettes de telle sorte puis qu'on le finance à 95 ou à 100%. Je pense que le financement à 100%, ça existe encore. Non, pas dans les banques. Non, ben 95 plus en tout cas. On peut aller jusqu'à 80% de financement. Oui. Non, mais on parle d'un achat. Là. Ok, oui, bien sûr. Jusqu'à 95. Alors, si le client a plus d'argent, on lui fait payer ses dettes. Ou on va dans le prêt alternatif, ou on va dans le prêt privé. Il y a toutes sortes d'opportunités où le client peut faire un bon achat. Et le taux d'intérêt, là, c'est pas un obstacle. Voyez-vous, moi, quand j'étais dans les années 70, je travaillais dans une compagnie de finance, on finançait à 30%. 30%. Et les associations de consommateurs, ainsi que les clients, disaient, ça n'a pas de sens, c'est du vol. Il faut se mettre en contexte, sous les années 70, il y avait beaucoup d'inflation. 70-80. Et quelqu'un qui achetait une télévision, d'un exemple, 1000 $, qui faisait 30 paiements à 42 piastres, quoi, le total de 1260 piastres, l'association de consommateurs dit, ça n'a pas de sens de payer 260 piastres de trop. Mettez-vous l'argent de côté, puis payez des comptants. Mais la réalité était que si le client attendait 30 mois pour acheter sa TV, était pour lui coûter 1200 piastres, puis il aurait été 30 mois sans télévision. Fait que l'intérêt, là, c'est un bienfait d'en payer pour acheter un produit et d'améliorer sa qualité de vie. Je pense pas que les associations de consommateurs parlent de même, mais moi, je parle de même. Évidemment, le crédit, il faut y faire attention, il faut bien le gérer, mais quelqu'un qui est capable de bien gérer son crédit peut faire des achats, puis ça n'appauvrira pas. Il va tout simplement acquérir le produit, point final. Parce que l'inflation est un facteur important. Je vais te donner un exemple personnel. Mon épouse et moi, en 1976, on est transférés, en 1973, on est transférés à Valleyfield, mon ancien employeur, et on décide, on va s'acheter une maison. On a à peine 2500 pièces de comptant, 2000 pièces de comptant. Les maisons se vendent à peu près 30 000, 20 000, 25 000 à ce moment-là. Puis on décide, non, on va louer, ça coûte 125 pièces par mois, louer une petite maison en campagne avec les filles. Puis on est dans un autre monde. Là. Ouais, moi je suis comme wow. Et puis on va se mettre de l'argent de côté. Alors, mon épouse et moi, on travaille, on se met de l'argent de côté. 10 000 pièces au bout de 3 ans. Alors, on achète la maison qui nous coûte 40 000 pièces. Alors, au lieu d'avoir une hypothèque de 18 000 pièces, avoir acheté une maison de 20 000, 3 ans plus tard, on a une hypothèque de 30 000 qu'on a donné 10 000 de comptant. Et le taux d'intérêt, il avait changé. Puis l'histoire que je te compte d'il y a 40 ans, mais c'est encore la même histoire aujourd'hui, là. Il n'y a personne qui n'achète pas aujourd'hui une maison de 300 000 $, mais elle va payer 350 000 ou 330 000 dans 3 ans. Donc tu es en train de dire même si le taux d'intérêt est cher, ça vaut la peine d'acheter aujourd'hui parce que l'immobilier, ça prend toujours de la valeur. Ça prend tout le temps de la valeur. Puis pour avoir du succès dans le courtage hypothécaire, c'est amener plus de valeur que n'importe qui, amener des solutions aux clients, autre que le taux d'intérêt, si tu veux réussir. Je te répète, on n'est pas des preneurs de commande. On n'est pas des preneurs de commande. Un preneur de commande va tout simplement lire mot à mot ce qui est écrit dans le livre. Quand on pense en dehors de la boîte, puis qu'on regarde les répercussions de l'action que le consommateur veut faire aujourd'hui, on est capable de se transporter dans le temps et de montrer, de démontrer que la valeur
ajouter à faire cette démarche-là maintenant. Évidemment, précisément que le client a les moyens, qui qualifie, qui ne se met pas dans la merde parce qu'il fait cette démarche-là. On est là pour bien diriger le client. Mais si les conditions de base sont là, il n'y a aucune raison pourquoi que le client ne devrait pas agir maintenant. Et on doit le rassurer dans ça. Là, j'avais créé une feuille de calcul Excel et je prouvais noir sur blanc qu'un client qui achetait, disons, avec un RAP, là, okay, sans comptant, on faisait un prêt pour avoir le retour d'impôt, mais je prouvais noir sur blanc que dans 5 ans, le client, sa valeur nette était plus élevée que s'il l'achetait pas. Il y a des courtiers qui font même pas ça aujourd'hui. Dans le temps, tu faisais ça. Moi, j'ai commencé à faire ça. Ça m'est venu avec la mise à part d'argent. Puis, j'ai même copié ce modèle-là pour mon autre fils Olivier, qui lui était endetté, qui arrivait de Calgary, puis il avait un salaire, puis payait un loyer, 700 pièces par mois dans le temps. Puis c'était trop petit, puis là j'ai dit, bien, regarde, on va prendre ce modèle-là que j'avais créé, et puis je l'ai appliqué, puis ça marche. La maison qui a payé 200 000, elle en vaut 260 000 aujourd'hui. Il a amélioré sa qualité de vie, puis il a augmenté son patrimoine.